Le 747 a bâti l'empire aérien américain. C'était l'avion qui a rendu le voyage international possible, le vaisseau amiral que toutes les compagnies rêvaient d'avoir sur leur piste, l'icône qui définissait ce que signifiait voyager sur de longues distances. Donc, lorsque Boeing a enfin relancé le 747-8, plus rapide, plus silencieux, plus efficace que tout ce qui existait auparavant, on aurait cru que les compagnies s'aligneraient. Mais non, toutes les grandes compagnies américaines ont dit non. Ni United, ni Delta, ni American. Pas une seule. On aurait cru qu'ils étaient fous. Mais non. Ils suivaient une logique implacable qui a changé à jamais la vision de toute l'industrie aérienne américaine sur les avions. Pour comprendre comment ça s'est passé, il faut voir ce que Boeing proposait vraiment et ce que les tableaux Excel répondaient. Le pitch de Boeing était séduisant. Prendre le 747-400 éprouvé, l'étirer, y coller des moteurs GEnx dérivés du programme 787, lui donner une aile supercritique moderne avec des bouées filées et de nouveaux systèmes à haute portance, puis vendre aux compagnies plus de sièges à moindre coût par siège. Sur le papier, le 747-8i promettait une portée de vaisseau amiral, des cabines plus silencieuses et ce fameux effet halo à la porte d'embarquement. Le message, même empreinte au sol, plus de revenus, coût au siège kilomètre en baisse. Ça donne à réfléchir. Mais voilà ce qui compte vraiment. L'industrie avait changé sous les pieds de Boeing. Le 777-300ER avait déjà réécrit l'économie du long courrier. Le 787 et la 350 arrivaient avec leur structure composite, leur entretien allégé et une efficacité à haut taux de dilution du carburant qui a quasiment tué les quadrimoteurs. Le résultat, la même mission avec deux moteurs, moins de carburant, moins de contrôle et une gestion d'équipage simplifiée. Pourquoi ça pèse autant aux États-Unis ? Parce que l'économie des réseaux US privilégie la fréquence au calibre de l'avion. Un méga-hub domestique peut remplir un 747 en juillet. En février, c'est tout de suite moins évident. Les planificateurs vivent dans les tableaux, pas sur les posters. Ils jonglent entre saisonnalité, jours de la semaine et la demande corporate qui bouge au trimestre. Deux 787 peuvent voler matin et soir, captant les voyageurs business à fort revenu, tandis qu'un 747-8 oblige tout le monde à prendre le même vol avec risque de place vide ou de surcharge. Le plus important, le CASM ne gagne vraiment que si tu remplis les sièges régulièrement. Les gros porteurs ne sont pas des stades, ce sont des bilans financiers en mouvement. Dans le même temps, Etops est passé de la vieille règle des 60 minutes à 180, 240, puis 330 minutes d'approbation pour les bimoteurs. Ce n'était pas du marketing. Régulateurs et données confirmèrent la fiabilité d'exploitation et la performance moteur. L'argument sécurité pour 4 moteurs au-dessus des océans s'est estompé. L'assurance, la planification de maintenance, les possibilités de déroutement, tout favorise les bimoteurs. Le paradoxe est clair. L'avantage d'origine du 747, fiabilité par redondance, est devenu une complexité superflue dès qu'Etops a ouvert les routes océaniques pas chères. Mais voilà ce que Boeing n'avait pas prévu. Les compagnies US avaient déjà construit toute leur exploitation sur une philosophie différente. Chez Boeing, la stratégie comptait sur la montée en gamme. Les compagnies habituées au 747 pouvaient passer au 8 avec moins de coûts de transition. La consommation par siège était meilleure que le 400. L'aile était une œuvre d'art. Pourtant, la comparaison ne se faisait pas avec un vieux 400 de musée. Le concurrent, c'était un 777-300ER déjà rentable, avec une famille bimoteur commune. United, Delta, American, ils avaient monté leur formation, stock de pièces et planning d'équipage autour de deux familles. 777-787 pour le long courrier, 737 à 320 pour les routes domestiques et moyens courriers. La Commonality, c'est un centre de profit invisible. Moins de simulateurs, maintenance standardisée, pilote polyvalent. Prenez l'exemple de Panam. Le 747 a créé une marque adorée des passagers, mais aussi un risque structurel. Il fallait des flux denses et rentables en toute saison pour rentabiliser la bête. Cette histoire a marqué la culture du management US. Ils ne voulaient pas d'un bel avion qui pourrait les planter lorsque le fuel flambe ou que le PIB retombe. Ils voulaient de l'optionnalité. Petit exemple. Un planificateur à Chicago regarde un modèle pour ORD NRT. En juillet, 92% de remplissage grâce à une forte demande premium. En février, ça tombe à 68%. Avec un 747-8, le CASM est top à 92% et moche à 68%. Changer le modèle par un 777-300ER, le trou d'hiver se réduit.
Séparez la capacité en deux 787, vous créez la fréquence, captez les voyageurs business et maintenez les recettes avec moins de sièges. Une décision en entraîne plein d'autres dans les portes, l'équipage, le catering et la maintenance. Voilà l'avion réel, un système vivant, pas une fiche technique. La nostalgie de Boeing n'a pas aidé. La bosse vend des posters, pas des comités d'achat. Les finances regardent les courbes du kérosène, les heures de maintenance, la valeur résiduelle. Le marché a été brutal. Un second marché sain pour les 777 et 787, des incertitudes pour les gros porteurs passagers. Les loueurs ont capté ça en premier et ont ajusté leur prix en conséquence. Besoin de sortir tôt, les bimoteurs offrent une porte de sortie. Le 747-8, pas vraiment. Donc le pitch s'est heurté aux chiffres. Le 747-8i pouvait être plus silencieux, plus doux, visuellement iconique, mais il perdait face à un bimoteur sur le coût par trajet, la flexibilité d'équipage et la gestion de la saisonnalité. Les compagnies US ne rejetaient pas Boeing, elles appliquaient une doctrine forgée par la dérégulation et renforcée par ETOPS, risque plus petit, fréquence plus haute, meilleure commonality. Pendant que ça se passait à Everett, les tableurs d'Atlanta, Chicago et Dallas racontaient une histoire plus froide. La reine attirait toujours la foule, pas les comptables. Alors, que voyaient vraiment ces comptables quand ils faisaient les calculs ? Parcourons l'arbre de décision, branche par branche. Pour les grandes compagnies américaines, il ne s'agissait pas de manquer de respect à une icône. C'était un arbre de décision aux branches brutalement claires. On commence par la comptabilité de flotte. Delta, United et American avaient passé des décennies à rationaliser leur famille d'avions. Des monocouloirs pour les trajets domestiques, des gros porteurs jumeaux pour le long courrier. Les pilotes étaient qualifiés sur 777-787 ou A330, A350. Les simulateurs pleinement utilisés, les pièces optimisées. Le fait d'intégrer une petite sous-flotte de 747-8i aurait brisé cette simplicité. Des nouveaux simulateurs, des nouveaux programmes de formation, des nouvelles pièces détachées. Pourquoi ? Juste 2-3 routes déjà couvertes avec profit par les jumeaux. L'arithmétique du carburant a creusé l'écart. Les gains d'efficacité réels du 747-8i par rapport au 400 étaient bien là, mais la comparaison n'était plus avec le 400. Un 777-300ER ou un A350-900 pouvaient couvrir les mêmes trajets avec deux moteurs consommant moins. Pense en marge. Quelques points de pourcentage d'économie de carburant multipliés par les heures de vol, les cycles, les années. Ce sont des millions en coûts annuels. Lorsque le prix du kérosène fluctue, ces petits écarts deviennent des gouffres. Ensuite, le coût du vol contre le coût par siège. Boeing vantait un CASM, coût par siège 1000, plus bas avec plus de sièges, mais le CASM est une promesse conditionnelle. Si tu ne remplis pas le pont supérieur toute l'année, l'équation se retourne. Un jumbo à moitié vide tire les revenus vers le bas. Deux jumeaux plus petits peuvent ajuster la capacité selon l'affluence un mardi de février sans brûler de l'argent. Ils peuvent aussi ajouter un troisième vol un jeudi de juillet pour suivre le rythme des entreprises. La fréquence, c'est du chiffre d'affaires. La taille, c'est du risque. La flexibilité est devenue le produit de luxe. Deux 787 ou un 747-8 sur JFK Heathrow, avec des jumeaux, tu répartis la demande entre matin et soir, protèges les correspondances au debout et construis de la redondance face aux imprévus. Une panne sur un 747-8 unique fait perdre une journée de recettes premium. Un remplacement avec un autre jumeau dans une grande flotte, gérable. Les planificateurs ne vendent pas que des sièges, ils vendent fiabilité, connexion et contrats corporate qui sanctionnent les rendez-vous manqués. La maintenance a encore fait pencher la balance. 4 moteurs, ça veut dire plus d'inspections, plus de contrôle en ligne, plus de révision des sections chaudes. La gestion des moteurs de rechange coûte cher et le pool est plus restreint pour un modèle de niche. Les jumeaux certifiés ETOPS, eux, tournent dans un vaste écosystème mondial de support. Les mécaniciens voient les mêmes familles tous les jours. Les incidents AOG, avions au sol, se résolvent plus vite. La fiabilité au départ est le héros méconnu des profits aériens. L'économie des équipages a aussi tranché. Un 747-8 demande un plus grand effectif pilote et cabine, et ces effectifs sont moins flexibles pour une minuscule sous-flotte. Avec les jumeaux, les compagnies optimisent les paires de pilotes, les appels à la seniorité et les périodes de congé sur une grande base. Cette efficacité se traduit par moins d'heures sup, moins d'hôtels et des équipages prêts pour le prochain vol. La réalité des revenus a brisé le romantisme.
Les cabines premium génèrent du profit, mais la demande business est irrégulière. Les entreprises gèrent les voyages. Les vacances bouffent les revenus en semaine. Un grand pont supérieur rempli de sièges premium, c'est joli sur le papier. C'est dangereux si tu dois brader pour le remplir 6 mois par an. Une cabine premium plus petite sur un jumeau tient mieux la recette dans les cycles faibles. Peu savent que la valeur résiduelle a été le veto silencieux. Les bailleurs de fonds ont modélisé les scénarios de sortie et n'aimaient pas la revente des jumbo passagers. Si tu dois revendre des avions rapidement, les jumeaux trouvent des acheteurs. La seconde vie d'un 747-8i semblait incertaine, sauf chez une poignée de compagnies prestigieuses. Cette incertitude se traduit dans le prix du leasing. Le leasing alimente le business case. Le business case meurt. Les compagnies US ont donc suivi l'arbre. Gagnons-nous en flexibilité réseau ? Non. Réduisons-nous le risque carburant et maintenance ? Non. Simplifions-nous la flotte ? Non. Renforçons-nous la valeur résiduelle ? Non. Chaque non s'est accumulé. Le seul oui était pour le spectacle de marque. Et ce spectacle avait une histoire aux US. Pan Am, TWA, finissant toujours avec les créanciers cherchant à récupérer leurs dettes. Pendant ce temps, le 777-300ER est devenu l'exécuteur. Même catégorie de rayon d'action, charge utile exceptionnelle, des économies impitoyables, une forte compatibilité avec les flottes 777-200. United a parié sur le 300ER pour le Pacifique et le transatlantique Premium. Delta, après avoir hérité des 747-400 via Northwest, les a mis à la retraite et misé sur les A350 et A330-900. American a standardisé sur le 777-300ER pour les routes phares et a donné tout le reste au 787. La doctrine était claire, des jumeaux pour tout, avec la taille adaptée à la saison, pas pour la combattre. Voici l'ironie. Le 747-8i était techniquement excellent. L'aile était une œuvre d'art, la cabine silencieuse, les moteurs fiables et puissants. Mais les décisions aériennes se prennent dans les tableurs, pas dans les souffleries. Aux US, la réponse rationnelle n'était pas « peut-être plus tard », c'était non, sans exception, sur 3 cultures managériales, 3 cartes de route et un ensemble d'économies impitoyables. Mais c'est là que l'histoire bifurque. Alors que les planificateurs passagers disaient non, un tout autre marché a vu quelque chose qu'il ne pouvait pas ignorer. Pendant que les planificateurs passagers faisaient un pas de côté, les opérateurs fret se sont engagés. Pourquoi ? Mission différente, calcul différent. La nuit, les hubs cargo ne vendent pas des horaires de départ. Ils vendent des fenêtres de tri. Il faut du volume, de la portée, mais aussi des temps de bloc prévisibles qui alimentent un tri à minuit et un décollage avant l'aube. Le 747-8F a été conçu pour ce rythme. Ce qui compte vraiment, c'est ça. La porte nez du 747 est un avantage structurel que aucun bimoteur ne peut facilement reproduire. Les chargements hors gabarit, moteurs dans des berceaux, bobines pour le pétrole et le gaz, outillage aéronautique long, se chargent directement. Pas besoin de manœuvres compliquées autour des portes latérales. Ça fait gagner des minutes à chaque rotation et ça permet des missions qui ne rentrent pas dans d'autres avions. Ajoutez un pont principal vaste avec des emplacements palettes hauts et cube et poids travaillent ensemble, pas en opposition. Pense à la synergie charge utile portée. Le 8F transporte beaucoup plus que le 400F tout en volant plus loin avec moins de carburant grâce au moteur GenX et l'aile optimisée. Pour les opérateurs, ça signifie moins d'escales carburant sur les liaisons Asie-US, donc des arrivées plus fiables et ponctuelles à Louisville, Memphis, Anchorage, Cincinnati. La fiabilité, c'est le produit. Une coupure de tri ratée peut griller toute la recette d'une nuit sur un réseau entier. Mais le plus important, la demande cargo est volatile selon les marchandises, mais les routes, elles, restent constantes. L'électronique, le pharmaceutique, la mode, l'e-commerce. Oui, les pics saisonniers, certes, mais les flux restent ancrés sur les bases industrielles et les marchés de consommation. Les opérateurs fret planifient des flottes pour des missions décennales, pas pour une courbe de rentabilité journalière en cabine premium. Le 8F s'insérait parfaitement dans cette logique. Atlas Air construisait des emplois du temps serrés autour des contrats cargo. Cargolux l'a utilisé comme cheval de bataille emblématique sur les routes transeurasiennes. Le 8F n'avait pas besoin d'un halo de marque, il devait être disponible.
Pendant ce temps, l'A380 a raconté une histoire inverse. Structurellement, convertir l'A380 en cargo était lourd, complexe et trop coûteux. Renfort de pont, placement des portes et contraintes de centre de gravité ont tué le business case. Restait alors le 747 seul sur le créneau du lourd. Le marché a envoyé un message clair. Les jumbo passagers perdaient du terrain, mais le 747 cargo avait un avenir. Mais alors, pourquoi ce Halo n'a-t-il pas porté le 747-8i ? Parce que le problème passager n'a jamais disparu. Lufthansa, Korean Air et Air China ont pris le 8i comme porte-drapeau national. Ils l'ont utilisé sur des lignes prestige à forte demande premium fiable, souvent supportées par des hubs qui concentrent le trafic long courrier en vagues. C'est une niche étroite. Même là, chacun de ces transporteurs a lourdement investi dans les A350 et 777 pour le reste de leur réseau. Le 8i, c'était l'uniforme de parade, les jumeaux, les tenues de travail. La gestion des revenus a renforcé cette limite. Un opérateur cargo peut accepter un moindre rendement sur le retour et couvrir le round trip avec la demande aller. Un transporteur passager volant un jumbo avec trop de capacité en hiver ruine les rendements dans les deux sens. On ne peut pas dead-head une cabine. On la brade. Et les rabais apprennent au marché le mauvais prix. La maintenance a aussi tranché. Pour les cargos, les grosses révisions et révisions moteurs se concentrent sur peu de bases, peu d'escales, missions standardisées. Les équipages se spécialisent. Le stigma de la sous-flotte est moins douloureux. Pour une compagnie US passager avec des dizaines d'escales et aussi des centaines de rotations quotidiennes sur wide bodies, une mini sous-flotte de 4 moteurs, c'est de la friction. C'est un type de moteur en plus à stocker, une formation de plus et un simulateur de plus à caler. Les opérateurs fret vivent avec cette complexité par choix. L'ironie est arrivée à la dernière livraison. Le dernier 747 de Boeing était un cargo remis à Atlas Air qui l'opère pour Apex Logistics. Ce dernier acte soulignait la bifurcation. Comme jet passager, le 8i ne pouvait devancer les bimoteurs en flexibilité, carburant ou valeur résiduelle aux US. Comme cargo, le 8F surpassait tout en adéquation de mission. Même famille d'appareils, deux destins. La porte de sortie a sauvé l'héritage du programme, mais pas comme les affiches le promettaient. Donc, alors que les transporteurs US disaient non à la reine des passagers, ils continuaient à la louer pour déplacer les secrets les plus lourds du monde à minuit. Le marché n'était pas sentimental, il était précis. Si les compagnies aériennes américaines ne voulaient pas toucher au 747-8i, pourquoi le gouvernement américain les a-t-il achetés ? Parce que la mission présidentielle n'est pas une histoire d'économie aérienne, c'est la continuité du gouvernement. Enjeux différents, calculs différents. Les exigences de l'armée de l'air ressemblent à un catalogue de redondance. Communication renforcée, protection EMP, salle de conférence sécurisée, système autonome d'énergie et d'environnement. Autant vous dire qu'il faut de la place, des marges de puissance et une séparation des systèmes impossible à caser dans un petit biréacteur. Le quadrimoteur gros porteur, lui, vous offre du volume physique et une production électrique à revendre. Le fuselage du 747, avec sa bosse sur le pont supérieur et son large pont inférieur, permet de compartimenter personnel, sécurité, presse et matériel sans sacrifier ni l'autonomie ni l'équipement de mission. Mais il y a une autre couche, l'entretien. Suite à la production du 747-8 arrêté et aussi les conversions VC-25B en retard, l'armée de l'air a fait preuve de pragmatisme. Dans l'ombre, elle a organisé l'achat d'anciens 747-8i de Lufthansa pour la formation et les pièces détachées. Cette décision, bien que publique, n'est pas une question de prestige. C'est un investissement pour créer un pipeline, des appareils pour entraîner les techniciens, valider les procédures et prélever les pièces dont la petite flotte présidentielle aura besoin pendant des décennies. Lorsqu'on gère une micro-flotte, on accumule la redondance. L'ironie du sort, ces 747 Lufthansa, impeccables et efficaces pour des passagers, n'avaient aucune place dans les compagnies américaines. Mais pour l'armée, c'est parfait. L'historique qui est connu, des configurations compatibles et un stock de composants qui serait perdu avec la fin de la production. L'armée de l'air ne se soucie pas des saisons. Ce qu'elle pense, c'est la disponibilité opérationnelle. Une source de pièces peut valoir plus qu'une douzaine de présentations PowerPoint. L'effet d'image joue aussi. Le 747 sur le tarmac affiche la présence. C'est une icône de l'aérospatiale américaine, un colosse chargé d'histoire. Mais l'image ne paie pas les factures d'une compagnie.
Toutefois, elle a un poids en diplomatie. L'appareil qui atterrit à un sommet du G7 n'est pas qu'un transport, c'est une ambassade volante. Et dans ce cadre, la bosse n'est pas nostalgie, c'est un signal. Pendant ce temps, les flottes commerciales américaines ont misé sur l'avenir. United a misé sur le 777-300ER et le 787, et peut-être un jour la 350 pour la croissance de la prochaine décennie. Delta a retiré les derniers 747 passagers américains et s'est concentré sur les A350 et A330-900, optimisant la taille et la consommation. American a centré son long courrier sur les 777 et 787. Les monocouloirs ont continué à grandir. L'A321LR et XLR ouvrent des routes fines transatlantiques qui nécessitaient avant des gros porteurs. Les hubs ont réorganisé les flux pour favoriser connectivité et fréquence, pas le spectacle. Mais alors, que révèle vraiment cet achat présidentiel? Il souligne la division qu'on observe. Le 747-8i a échoué comme produit pour les compagnies US car elles cherchent la marge dans la volatilité. L'armée de l'air optimise pour survivre dans l'incertitude. L'une valorise flexibilité et valeurs résiduelles, l'autre laisse place pour les systèmes et doublures multiples. Les deux ont raison. Ce que personne hors des cercles d'achat n'a senti à l'époque, c'est la rapidité avec laquelle une base industrielle peut disparaître. Une fois une ligne stoppée, les écosystèmes de pièces se dégradent. Les formations s'essoufflent. Grâce à leur récupération des 747-8i Lufthansa pour formation et pièces, l'armée de l'air s'est acheté du temps pour rédiger les manuels, certifier les équipages et bâtir un stock de maintenance avant que l'expertise ne disparaisse. Ce n'est pas de la romance, c'est de la logistique dure. Dernier clin d'œil, les appareils que la plupart des Américains verront aux couleurs étoilées ne sont pas ceux choisis par leur compagnie. Ce sont ceux dont leur gouvernement avait besoin. L'image évoque la continuité, mais le marché en dessous parle d'évolution. Le 747-8 n'a pas été rejeté parce qu'il était vieux. Il a été rejeté parce qu'il était honnête. Il montrait aux compagnies aériennes exactement ce qu'elles étaient devenues. Des machines implacablement rationnelles qui optimisent les marges, non plus les souvenirs. Et c'est là la vraie histoire. Pas l'avion, la logique. La prise de décision qui transforme les icônes en passifs et les tableaux en stratégie. Si ça te fascine, si tu veux vraiment comprendre la façon dont fonctionnent les industries derrière le marketing et la nostalgie, abonne-toi. Parce que chaque retrait d'appareil, chaque décision de flotte, chaque annulation de ligne raconte une histoire comme celle-ci. Et une fois que tu as vu le schéma, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le voir. Prochaine vidéo, comment le 777 est devenu en silence l'avion le plus important auquel tu n'as jamais pensé.